Tout commence devant un poste à haute tension, où figure un panneau de danger et un avertissement de choc électrique. Le jeune homme tient plusieurs fils, persuadé que s'il se fait prendre maintenant, ce sera la fin. Soudain, deux hommes l'attrapent alors qu'il tente de résister. À cet instant, il comprend que se faire capturer signifierait la fin de sa vie. Il décide alors de mettre les câbles en contact, provoquant un court-circuit puissant. Il préfère se sacrifier plutôt que d'être à nouveau capturé. Et aussitôt, une décharge électrique se produit. Tous trois sont électrocutés. Le garçon déclare qu'il préfère ce dénouement. Mais rien de tout cela n'a d'importance, car un cœur de résurrection bat dans sa poitrine. Malgré ses graves blessures, le jeune homme se relève et déclare qu'il ne disparaîtra jamais vraiment. C'est le début de l'histoire du garçon à la résurrection et du secret de cet organe si particulier. Dans ce monde, il existe une multitude de cœurs différents, chacun possédant des caractéristiques uniques. Cette étrange mutation n'affecte qu'une minorité d'individus et leur confère d'étranges pouvoirs. Selon le type d'organe, celui qui le possède peut manifester des pouvoirs surhumains. C'est pourquoi ces individus sont connus de tous comme des mutants du cœur. Beaucoup envient ce don et le considèrent comme une bénédiction divine, mais la réalité est tout autre. Le protagoniste entend cela et a envie de rire en fouillant une poubelle. Il contemple son état misérable et attribue ses difficultés à ce pouvoir. Mais pour l'instant, sa priorité est de trouver à manger, car la faim le rend fou. Soudain, le garçon trouve un morceau de pain jeté par terre et se réjouit de sa chance, même au milieu des immondices. Le survivant se met à manger avec avidité, affirmant que la nourriture ne sent même pas mauvais. Pendant qu'il mange, un chien s'approche du jeune homme accroupi près des ordures. Il remarque la présence des animaux et demande au petit chien s'il a faim, lui aussi, en lui offrant un morceau de nourriture. Le chien accepte et commence à lécher la main squelettique du jeune homme. Soudain, plusieurs autres chiens apparaissent et encerclent le garçon, qui entend un bruit étrange. Effrayé, il se cache derrière un mur et jette un coup d'œil, se demandant si ce sont les gars du laboratoire. Mais il ne voit que trois voyous qui acculent une étudiante sans défense. Comprenant la situation, le protagoniste est soulagé et réalise qu'il s'agit simplement de délinquants du quartier. Les garçons continuent d'importuner la jeune fille, lui disant qu'elle sait déjà comment fonctionne le monde. À ce moment-là, le squelette remarque que la jeune fille tient un sac de nourriture pour animaux et comprend pourquoi elle est là. Voyant cette injustice, le jeune homme décide d'intervenir et se dirige vers le groupe. Il ordonne aux agresseurs de s'arrêter et il se retourne, perplexe, demandant qui est ce sans-abri. Le protagoniste s'approche alors de l'un des garçons et lui affirme qu'il n'est pas un sans-abri. Le tyran, terrifié à la vue du visage du squelette, se met à hurler. Soudain, le bras de notre héros se transforme en une lame d'os acérée. Armé de cette lame, il ordonne aux délinquants de se taire et de déguerpir au plus vite. Aussitôt, les brutes s'enfuient en hurlant qu'elles ont vu un fantôme. Sous le regard de la jeune fille, l'élève, toujours à terre, tente de balbutier un remerciement pour cette aide inattendue, mais le squelette se tourne vers elle et la menace d'un doigt accusateur. La jeune fille panique et crie à la créature de ne pas s'approcher, lui demandant de rester à distance, mais celle-ci ignore sa détresse et ramasse le sac de croquettes tombé au sol pendant la bousculade. L'étudiante est complètement déconcertée par le comportement de l'étrange créature. Elle lui explique alors que les croquettes étaient destinées aux chiens errants. Le squelette en mange un peu et s'excuse, disant qu'il n'avait pas l'intention d'effrayer la jeune femme. Il lui demande ensuite poliment s'il peut en avoir un peu, laissant la jeune femme sous le choc, terrifiée de constater que la chose peut parler. La jeune fille hurle et s'enfuit au loin. Le jeune homme observe la scène, s'attendant à cette réaction, car il y est habitué. Mais il reste impassible et déclare qu'au moins maintenant, il peut manger les croquettes en paix. Malgré sa peur, l'étudiante reste cachée, observant et se demandant ce qu'était cette chose. Elle commence à se demander si c'était une personne et s'il est possible de vivre dans cet état. Une possibilité lui traverse alors l'esprit, et s'il était un mutant du cœur? Elle se souvient que les mutants possèdent des pouvoirs étranges et qu'il l'a sauvée des méchants. Rongée par la culpabilité, elle décide de rebrousser chemin et s'approche de nouveau du squelette. La jeune femme offre alors un sandwich qu'elle avait dans son sac à dos au jeune homme affamé. Surpris et ému, le survivant demande si ce sandwich est vraiment pour lui. La jeune fille confirme et s'excuse de s'être enfuie. Il la remercie et prend le sandwich. Il le tient entre ses mains et se dit que c'est la première fois qu'il reçoit quelque chose d'aussi appétissant. Le garçon en prend une grosse bouchée et se souvient qu'il n'avait vu que des sandwichs de ce genre dans les poubelles.
À la dégustation, il est ravi et s'exclame, c'est tout simplement divin. Il complimente la fraîcheur des légumes, du pain et de la viande et dit qu'il pourrait s'en passer avec plaisir. En voyant l'étudiante caresser les chiens, le protagoniste la trouve angélique. Au bout d'un moment, l'étudiante prend son courage à deux mains et lui demande comment elle doit appeler le squelette. Il répond alors qu'il s'appelle Gio Kim et se présente formellement à la jeune femme. Avec un sourire, elle répond que c'est un plaisir et révèle s'appeler Jason. Elle lui demande alors comment il en est arrivé là, et il explique qu'il est en fuite, poursuivi par le laboratoire. Effrayée, elle s'enquiert de ce laboratoire et se demande s'il est vraiment traqué. Gio confirme qu'il existe un centre de recherche qui capture les mutants et qu'il tente de le ramener. L'étudiante est choquée, car elle a entendu des rumeurs à ce sujet, et demande ce qu'on lui fait là-bas. Le squelette marque une pause et se prépare à révéler la vérité sur son sombre passé. Il révèle avoir servi de cobaye et avoir subi des expériences et des traitements pendant 10 ans. IG est horrifié d'apprendre la cruauté dont il a été victime durant toute une décennie. Gio explique que tout cela est dû à son cœur de résurrection, qui le régénère. Grâce à cette capacité unique, il a survécu à tout et c'est pourquoi il se retrouve dans cet état. La jeune fille le regarde d'un air grave et déterminé. Après avoir entendu cette triste histoire, le jeune homme continue de déplorer son apparence et les souffrances que son pouvoir lui a infligées. Soudain, l'étudiante se lève et l'invite à l'accompagner. Gio est surpris lorsque la jeune femme lui prend la main et l'entraîne, lui assurant que ce sera rapide. Il est complètement abasourdi par la fermeté de sa main. Malgré son apparence effrayante, une fille a eu le courage de lui prendre la main. Le visage rouge de confusion, le squelette se sent mal à l'aise et pense qu'elle l'a pris par surprise. Soudain, sa lame osseuse se manifeste à nouveau alors qu'il est entraîné dans la rue. À mi-chemin, la main du jeune homme se détache et l'étudiante panique en tenant le membre. Sur ces mots, la jeune fille désespère et il tente de la calmer, lui disant que cela arrive de temps en temps. Le squelette explique qu'il suffit de bien aligner le bras pour qu'il se recolle et demande où ils vont. Quelques instants plus tard, le jeune homme apparaît vêtu de nouveaux vêtements et d'une perruque. Il ne comprend pas vraiment la situation. Salut. Jay explique alors qu'elle lui a acheté ses vêtements pour qu'il se déguise et n'attire pas autant l'attention. La jeune fille dit que ce sont des pièces simples, mais qu'elle devrait faire l'affaire pendant un bon moment. Touché par le geste, Jay dit qu'il adore les nouveaux vêtements que lui a offerts la jeune femme. Le jeune homme se sent très à l'aise et dit avoir l'impression d'avoir une nouvelle peau. Il est fou de joie, mais l'étudiante l'avertit que la transformation n'est pas encore terminée. La jeune fille dit que son visage est encore visible et qu'elle va tout recouvrir de maquillage. Sur ce, la jeune femme termine son travail et révèle le nouveau look de son amie, avec lunettes et tout le reste. Gi est un peu gêné, mais Gio aime ça et elle dit que maintenant, personne ne le reconnaîtra. Alors que la jeune fille cache son visage, gênée, son téléphone portable se met soudain à sonner. Elle regarde l'heure et réalise qu'elle est en retard pour son cours. Sur ce, elle dit au revoir et s'en va, laissant Gio seul avec les chiens. En partant en courant, elle crie au jeune homme de s'occuper des petits chiens. Pendant son absence, il reste là, songeant au nom de la jeune fille qu'il a aidée ce jour-là. Le nom de cet ange était Jason, et il ne l'oublierait jamais. Les chiens l'entourent, et il se demande si sa demande signifie qu'elle reviendra demain. Le jeune homme se souvient alors qu'au laboratoire, tout le monde le traitait comme un cobaye. Il se souvient qu'au laboratoire, il était un animal, et que dans la rue, tout le monde fuyait devant lui, terrifié. Mais IG était la première personne depuis longtemps à le traiter comme un être humain. Allongé près des chiens, il remercie le petit chien qui l'a conduit à la rencontre de l'étudiante. Sur ce, le jeune homme demande à l'animal comment il devrait l'appeler. Après quelques léchouilles, il suggère « patate », et le petit chien semble apprécier l'idée et aboie joyeusement en répétant le nouveau nom. Il se souvient combien le sandwich qu'il a reçu était délicieux. Gio pense que la jeune femme qui lui a acheté des vêtements et qui lui a parlé est un véritable ange. C'est pourquoi il attend avec impatience le lendemain et espère la revoir. Mais soudain, le protagoniste cesse de sourire et réalise la dure réalité. Il juge cette idée insensée et comprend qu'il ne peut pas mettre la jeune fille en danger. Le jeune homme se souvient qu'il est traqué et que sa présence pourrait la menacer. Le cœur lourd, le squelette décide que le mieux est de partir. Il sent qu'il doit retourner d'où il vient et se tenir loin des gens bien. Alors, le jeune homme se met à errer seul dans les rues sombres de la ville, sans but précis. Après avoir longtemps marché, il découvre l'entrée d'un égout près d'une rivière. Sans hésiter, le jeune homme se réfugie dans cet endroit.
Il s'évanouit sur le sol crasseux et reste inconscient un long moment. À son réveil, il est stupéfait de se retrouver tenant un rat par la queue. Une musique il se relève, se disant qu'il ne peut pas dormir n'importe où, car il est épuisé. Peu après, la faim le tenaille et son estomac gargouille bruyamment. Sachant qu'il aurait faim, il avait gardé de la nourriture pour animaux avant de partir. Il décide de la manger, en imaginant le goût du sandwich pour tromper son estomac. Il avale chaque morceau comme s'il s'agissait d'un ingrédient et est surpris du résultat. Soudain, un bruit étrange le fait sursauter dans sa cachette. À ce moment précis, le chien Patate lui saute dessus et lui vole la nourriture des mains, le laissant désespéré. Il gronde l'animal, disant que ce petit chien ne peut pas manger ça. Mais quelque chose paraît étrange au squelette, qui est perplexe face à toute cette situation. Le jeune homme réalise alors qu'il s'agit de Potato et est stupéfait de sa présence. Il ne comprend pas comment le chien a pu le retrouver dans un endroit aussi isolé. Il comprend vite que si le petit animal est là, c'est que quelqu'un l'accompagnait. À cet instant, il entend la voix de G et se réjouit que son visage impassible dissimule sa joie. L'étudiante apparaît, l'air hostile, et lui demande pourquoi il a disparu sans prévenir. Elle dit qu'elle a failli ne pas le retrouver et que sa joie de le revoir est évidente. La jeune fille explique qu'elle a suivi l'odeur des chiens, ce qui lui a permis de trouver la cachette. Sur ce, elle le réprimande pour s'être mis en danger et il s'excuse de l'avoir inquiété. Le jeune homme avoue alors qu'il avait peur de déranger et qu'il avait décidé de partir. Avec un sourire, la jeune femme dit qu'elle est très heureuse de l'avoir enfin retrouvé. Elle ajoute que même Potato était inquiet et le petit chien lèche le visage de son ami. Puis la jeune fille annonce qu'ils doivent manger et montre un tas de gâteaux qu'elle a apportés. Elle explique qu'elle a tout acheté parce qu'il n'a mangé qu'un sandwich la veille. L'étudiante prépare un dessert différent en mélangeant du lait et des biscuits et le propose au jeune homme. Il est surpris par ce mélange, mais la jeune femme l'assure que c'est délicieux. Le jeune homme ressent une nouvelle sensation et se dit que le repas de la veille était déjà incroyable. Sur ce, il goûte le dessert avec une petite cuillère et s'interroge sur sa saveur. Le goût est si bon que le jeune homme, submergé par l'émotion, se met à pleurer et s'exclame « C'est délicieux ». Emballé, il en propose à son amie, mais celle-ci lui conseille de goûter le soda. Soudain, en buvant, son bras se met à se régénérer à une vitesse fulgurante. L'étudiante, stupéfaite, lui montre son bras en train de guérir sous ses yeux. Sa main continue de se former et la jeune fille observe le processus de près. Très effrayée, elle demande alors si la guérison est toujours aussi lente et s'il faudra des jours pour qu'il retrouve son intégrité. Le jeune homme la corrige, affirmant qu'à ce rythme, une guérison complète prendrait des années, la laissant sous le choc. Il pense que pour accélérer le processus, il doit absorber une grande quantité d'un certain liquide, mais décide de ne pas l'effrayer. Il change donc de sujet et dit « Voici la méthode qui utilise la nourriture ». Elle demande alors quelle est l'autre. Le squelette ment et prétend que l'autre méthode ne fonctionne qu'en laboratoire et que manger aide déjà. La jeune fille demande si le laboratoire l'aidait autrefois, et il explique qu'il le soignait pour les besoins des expériences. C'est pourquoi il continue de le traquer sans relâche, ou qu'il se cache. En entendant cela, l'étudiante comprend pourquoi il s'est enfui sans rien dire. Il confirme et lui dit qu'elle n'a plus besoin d'être gentille, car leur amitié est dangereuse. La jeune fille se lève, déterminée, et crie qu'ils doivent aller au commissariat immédiatement. Mais le jeune homme rétorque que la police le traiterait comme un monstre et qu'il a failli en être la cible auparavant. La jeune fille le rassure en lui révélant que sa sœur aînée est policière. Sur ce, elle partage un incroyable secret, sa sœur possède elle aussi un cœur mutant, comme lui. Le squelette, complètement abasourdi, demande s'il a bien entendu, la parente de la jeune femme est une mutante. À cet instant, le jeune homme reste silencieux, absorbé par cette révélation inattendue, le regard baissé. L'étudiante lui demande alors de faire un acte de foi, l'assurant que le policier est une personne très gentille et bienveillante. Mais le survivant semble encore sous le choc, son visage exprimant une totale confusion. Voyant que l'atmosphère est devenue pesante, la jeune fille décide de dire au revoir aux animaux et annonce qu'elle doit partir plus tôt. Elle caresse une dernière fois les petits animaux et leur dit que le refuge devrait les contacter prochainement. Petit Patate fait une drôle de grimace et aboie joyeusement, comme s'il comprenait toute la conversation. Seul avec l'animal, le protagoniste le remercie de son aide et caresse la tête de son nouvel ami. Le regard déterminé, le jeune homme se promet que cette fois, il ne s'enfuira pas comme un lâche. Il sourit et promet au petit chien qu'il reviendra bientôt jouer avec lui à cet endroit. Au loin,
L'étudiante lui fait un signe d'adieu tandis que le jeune homme la regarde s'éloigner et disparaître à l'horizon. Remontant sa capuche, il se dit qu'après 3 ans de cavale, quelqu'un lui a enfin tendu la main. Il se souvient du sourire de son ami et ressent cette sensation étrange et nouvelle d'avoir quelqu'un à ses côtés. Marchant dans la rue, le héros se demande s'il pourra enfin vivre en paix, sans être un fugitif perpétuel. Soudain, des phares l'éblouissent et il s'arrête net au milieu de la route, inconscient du danger imminent. À la vue de la scène, la jeune fille se fiche d'effroi, son expression se transformant radicalement lorsqu'elle aperçoit le véhicule lancé à toute vitesse. Sous le choc violent, le corps du squelette est projeté au loin et ses lunettes s'envolent tandis qu'il tournoie dans les airs. À cet instant, le jeune homme s'écrase violemment sur l'asphalte et gît au sol, inanimé. Un colosse s'empare de l'étudiante et lui couvre la bouche alors qu'elle tente d'appeler son ami. Aussitôt, plusieurs hommes en costume se précipitent vers le protagoniste, l'un d'eux brandissant une batte de baseball. 2 hommes profitent de l'occasion pour soulever le corps du jeune homme, encore hébété. À l'arrière-plan, une flamme s'allume et éclaire la scène, révélant un nouveau personnage. Un homme balafré allume une cigarette et déclare avoir enfin trouvé ce misérable tas de ferraille. Le chef leur ordonne alors de l'emmener, car il paiera pour tout ce qu'ils leur ont fait subir pendant la poursuite. Les 3 voitures noires démarrent en trombe, emportant le protagoniste capturé vers une destination inconnue. À travers le rétroviseur, on aperçoit le squelette traîné par une corde autour du cou. Le jeune homme tousse tandis qu'on le tire sur l'asphalte, et l'on comprend que 2 autres corps sont également emportés. Le visage déformé par la colère, le jeune homme se maudit d'avoir été capturé de façon si humiliante. Il doit les arrêter à tout prix. Alors, il se met à enfoncer ses mains dans le sol pour tenter de bloquer la voiture. Le protagoniste hurle que tout est de sa faute et son expression trahit un profond désespoir. Il s'en veut car même Aigé a été entraînée dans ce bourbier et maintenant, elle est prisonnière de la voiture. Le frottement contre l'asphalte lui déchire les mains. Mais le jeune homme ne renonce pas au combat. Le jeune homme tousse et continue d'être traîné sur la route, mais il résiste de toutes ses forces. Il se sent impuissant et comprend que ses capacités inutiles ne lui permettront pas de les sauver. Désespéré, il se met à implorer de l'aide, suppliant qu'on le sauve de ce cauchemar. Soudain, plusieurs chiens surgissent de nulle part et se jettent sur la voiture des ravisseurs. Les petits chiens, dont Potato, mordent la corde avec force, et le protagoniste est stupéfait par leur loyauté. Les animaux s'unissent alors et tirent le jeune homme en arrière pour tenter de ralentir le véhicule et de le sauver. Grâce à leurs forces combinées, la corde finit par céder, et le jeune homme est abandonné sur l'asphalte. Remarquant la situation, le conducteur freine brusquement, faisant crisser les pneus. La voiture s'immobilise et le protagoniste gît au sol, entouré de ses amis à 4 pattes. Les chiens aboient et grognent pour protéger le corps meurtri du jeune homme, étendu au sol. À l'intérieur du véhicule, l'un des ravisseurs, furieux, profère des injures en voyant les animaux semer la pagaille. Aussitôt, les hommes en costume sortent de la voiture et se préparent à affronter la meute de chiens enragés. Un des hommes de main ricane et demande si ses cabots sont fous, tandis que les bêtes continuent de grogner. Le squelette au sol semble perdre connaissance et tente d'appeler ses amis à l'aide. Impatients, les agresseurs se mettent à attaquer les petits chiens à coups de batte de baseball, sans aucune pitié. Le jeune homme, ne supportant plus de voir ses bêtes se battre à sa place, essaie de se relever avec difficulté. Il serre le poing et se concentre, sachant qu'il doit agir pour aider ses amis. Soudain, un chien mord violemment la jambe d'un des hommes, malgré sa blessure. Le protagoniste a une idée, il se souvient qu'il a besoin d'un certain liquide pour se régénérer plus vite. Il décide d'absorber le liquide répandu sur le sol pour tenter de récupérer une partie de son corps. Le jeune homme se traîne alors péniblement vers une flaque de liquide sur l'asphalte. Mais avant qu'il n'atteigne son but, un des hommes de main lui marche sur la main, l'empêchant de bouger. L'agresseur continue de s'en prendre aux animaux, et le jeune homme comprend qu'il doit se rétablir pour pouvoir les aider. Soudain, le protagoniste tourne la tête et aperçoit le corps sans vie de pattes, étendu sur le sol. L'horreur se lit sur le visage du jeune homme, ses yeux s'écarquillent devant la scène tragique qui se déroule sous ses yeux. Sous le choc, il appelle son ami canin, incapable de croire que le petit chien a disparu. Il regarde autour de lui et découvre les corps sans vie des autres petits chiens, gisant eux aussi sans vie au sol. Le jeune homme appelle ses amis par leur nom, mais la scène est empreinte de désolation et de tristesse. À cet instant, il se souvient des 10 années passées prisonnier de ce laboratoire. Enchaîné, il subissait d'innombrables expériences cruelles aux mains des scientifiques. Chaque jour,
on lui administrait une substance rouge et on lui prélevait des parties de son corps dans une épreuve inimaginable. La routine était immuable et, du fait de son pouvoir, il ne pouvait même pas choisir le moment de sa mort. Jusqu'au jour où il organisa une évasion et, par miracle, parvint à s'échapper. Le jeune homme pensait enfin trouver le bonheur et être libéré de ce cauchemar interminable. Mais la réalité était tout autre, les gens le méprisaient. Son apparence inspirait peur et dégoût, et on le traitait comme un monstre. De ce fait, il finit par vivre isolé dans les ordures, se sentant comme un paria. Mais quelque chose en lui se met à pulser d'une énergie étrange et puissante. Le protagoniste se souvient alors des chiens et de l'étudiant, les seuls à avoir fait preuve de bonté. Ils l'ont traité comme un être humain, ce qui a réveillé une force latente en lui. Aussitôt, le liquide répandu sur le sol s'est mis à affluer vers lui. La substance rouge a enveloppé le jeune homme et une énergie sinistre s'est emparée des lieux. Le jeune homme a absorbé tout le fluide et son corps a entamé une régénération incroyable. Ses muscles et sa peau se reforment et il se sent plus fort que jamais. Le fluide se condense alors autour de son bras, formant une couche protectrice et extrêmement résistante. À cet instant, une nouvelle puissance s'éveille et sa régénération atteint un niveau incroyable. Grâce à la puissance du liquide absorbé, sa main se régénère complètement en un clin d'œil. Une énergie rouge et très dense commence alors à envelopper le corps du protagoniste. Son visage reprend forme et ses yeux brillent d'un rouge intense. Le corps du jeune homme retrouve son aspect normal et il retrouve l'apparence humaine qu'il avait autrefois. Surpris, il regarde sa main et réalise que son physique est complètement différent. Il confirme qu'il n'est plus un squelette et que tout est redevenu comme avant. Il se souvient de son enfance, de sa nature unique qui le rendait déjà incroyablement fort. Mais soudain, il comprend quelque chose d'horrible concernant l'origine de la substance qui l'a guéri. Le liquide qu'il a régénéré provenait des petits chiens qui s'étaient perdus en essayant de le protéger. Les hommes de main, terrifiés par la scène, demandent à leur chef ce qu'ils doivent faire. Ce dernier, indifférent à leur peur, s'avance, un couteau à la main, pour tenter de le capturer. Mais le héros est bien plus rapide et assène un puissant coup de poing en plein visage de l'agresseur. Le coup est si violent qu'il projette le corps de l'homme de main en arrière avec une force incroyable. Sous le choc, l'homme vole en arrière et s'écrase contre le côté de la voiture, déformant toute la carrosserie. Coincé dans la portière, il est complètement inconscient après cette attaque surprise. Le passage étant dégagé, le jeune homme ramasse le corps de la victime et le tient délicatement. Accroupi au sol, il serre son chien dans ses bras et pleure sa disparition. D'un regard sombre, il déclare connaître la mort la plus douloureuse qui soit. Terrifié, les autres agresseurs l'interpellent et il promet un sort terrible à celui qui répondra en premier. La scène se déplace vers un entrepôt isolé, qui semble être la base secrète d'hommes dangereux et cruels. Plusieurs voitures noires sont garées dans la cour, signe que l'endroit regorge de sbires armés et sur le qui-vive. Soudain, quelqu'un retire un voile sombre de la tête d'une personne retenue en otage. Jason regarde autour d'elle, désespéré, et demande qui sont ces gens, tentant de comprendre sa situation. À cet instant, la jeune femme réalise qu'elle se trouve dans un lieu sinistre et une peur profonde et authentique se manifeste sur son visage. Plusieurs délinquants entourent l'étudiante, arborant des sourires mauvais, comme s'ils se délectaient de sa panique. La jeune fille se demande alors où elle est et pourquoi on l'a emmenée dans cette cachette perdue au milieu de nulle part. Elle tourne la tête et découvre une scène horrible. Des inconnus manipulent des échantillons biologiques, la laissant sous le choc. Soudain, l'un des hommes lui empoigne violemment les cheveux et lui ordonne de se taire. Le chef du groupe s'approche et lui demande si, par hasard, elle a plusieurs vies supplémentaires pour hurler ainsi. Le malfaiteur montre alors une photo du squelette et prétend qu'elle n'est là que pour aider ce satané mutant. Il ordonne à la jeune femme de se taire si elle veut s'en sortir vivante. D'un regard cruel, il ajoute que personne ne se soucierait de la disparition d'une ou deux personnes aujourd'hui. L'étudiante se fige, fixant le regard froid du ravisseur. Elle comprend qu'il ne plaisante pas soudain, un téléphone portable sonne dans la poche de la veste du chef, interrompant ce moment tendu et terrifiant. L'homme répond et demande pourquoi son subordonné appelle au lieu de se présenter avec la cible. À l'autre bout du fil, l'homme de main parle des chiens, laissant le malfaiteur perplexe. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Le subordonné explique que le monstre d'os s'est transformé en humain et que les animaux sont responsables de tout. Furieux, le chef exige que l'homme parle clairement pour comprendre la situation. IG surprend la conversation et se demande si les petits chiens sont vraiment venus sauver son ami. À ce moment-là, le chef demande au téléphone si son subordonné dit qu'ils ont perdu le squelette.
Furieux, il hurle que la cible était très précieuse et que son homme de main est un bon à rien. Puis, pris de colère, il donne un coup de pied dans quelque chose et menace ses hommes s'ils ne parviennent pas à le capturer à nouveau. Fou de rage, il se tourne vers la jeune fille et lui demande où est passé son ami. Le ravisseur hurle qu'elle doit tout lui avouer sur le champ et se plaint d'avoir perdu beaucoup d'argent lors de l'évasion. Terrifiée, l'étudiante avoue ne rien savoir, ce qui provoque un rire moqueur du ravisseur. Il sort une lame et la menace de la brutaliser pour voir si elle retrouve la mémoire. La jeune femme se souvient que son ami l'avait prévenue qu'elle était suivie, mais elle avait été naïve et n'en avait pas tenu compte. La lame près du visage, elle réfléchit à ce qu'elle doit faire pour échapper à ce danger. Soudain, l'agresseur s'apprête à la frapper, mais un événement inattendu se produit à l'intérieur. Un homme de main est projeté violemment contre un autre, et tous deux s'effondrent, inconscients. Les autres délinquants se retournent, surpris, et se préparent à affronter ce qui vient d'envahir les lieux. À la porte, le protagoniste apparaît sous forme humaine, auréolé d'une aura de vengeance puissante et ténébreuse. Le chef du groupe se tourne vers l'entrée et reste complètement déconcerté en apercevant cette silhouette mystérieuse. Le visage du jeune homme est dissimulé par les ombres et le malfaiteur demande qui est cet étrange garçon qui se tient à la porte. À ces mots, l'un des hommes s'approche du jeune homme et le traite de mendiant à cause de ses vêtements déchirés et sales. Mais le héros saisit l'agresseur par le cou avec une rapidité fulgurante et commence à serrer de toutes ses forces. Le délinquant, à bout de souffle, se demande d'où vient cette force. D'un regard glacial, le protagoniste explique que, à cause d'eux, un drame vient de se produire. Il révèle alors que, par leur faute, tous les enfants ont péri cette nuit tragique. Le chef ordonne à ses hommes de main de s'occuper de l'intrus, et deux d'entre eux se précipitent à l'attaque. L'un d'eux assène un puissant coup de poing en plein visage à notre héros. Mais celui-ci ne bronche même pas et conserve une expression à la fois calme et terrifiante. Le jeune homme riposte alors d'un coup encore plus violent qui atteint le menton de l'agresseur. L'impact est si brutal que le délinquant est projeté au loin, et le protagoniste poursuit son chemin soudain, un autre homme de main l'attrape par derrière et crie qu'il l'a enfin immobilisé. Bientôt, un troisième se joint à eux, et tous deux maintiennent le jeune homme en place en lui tirant violemment les cheveux. Malgré la douleur, ses yeux brillent d'un rouge intense, et il semble plus fort que jamais. Profitant de son élan, il projette l'un des hommes par-dessus son épaule avec une force incroyable. Le chef et les autres sont complètement abasourdis par la démonstration de force surhumaine du jeune homme. Le héros se relève lentement et fixe le sol d'un regard empli de haine. Les yeux brillants d'une lueur intense, il demande s'ils ont été envoyés par le laboratoire d'Herma pour le capturer. L'étudiante, incrédule, voit son expression se transformer radicalement en assistant à la scène. Elle réalise alors que le garçon est Gio et est choqué par son apparence humaine. Le chef comprend lui aussi tout et hurle que le garçon était le squelette depuis le début. Il se souvient de l'avertissement, il pourrait ne pas le reconnaître s'il se régénérait complètement. Soudain, le chef dégaine une arme et tire dans le dos du protagoniste, qui en ressent l'impact. Le méchant le remercie d'être revenu de lui-même et pointe son arme sur le corps blessé du jeune homme. Sur ces mots, il ordonne à ses hommes de s'emparer de toutes les armes reçues en guise de paiement. Les hommes de main obéissent et se mettent à tirer sans pitié sur le héros. Le chef hurle qu'ils gagneront beaucoup d'argent s'ils le capturent et ordonne à ses hommes de tirer sans relâche. Le jeune homme est alors criblé de balles, et le méchant leur ordonne de tirer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se régénérer. Les balles continuent de frapper le jeune homme, dont le corps est transpercé par les projectiles. Il ressent une douleur atroce, et un liquide rouge coule sur son visage et ses vêtements déchirés. Le protagoniste imagine sa chair déchirée par les projectiles qui le traversent. Ses os sont également brisés par cette pluie incessante de projectiles. Il a l'impression que ses poumons sont transpercés et, de ce fait, il ne parvient plus à respirer correctement. Face à cette scène, l'étudiant, désespéré, hurle pour qu'ils cessent leurs atrocités. Après une pluie de coups de feu, le corps du héros s'effondre enfin au sol, et les hommes célèbrent sa chute. Le jeune homme gît là, couvert de blessures, et il semble enfin vaincu. Mais soudain, sa main se met à bouger et touche la flaque de liquide rouge qui l'entoure. Aussitôt, le liquide rouge au sol commence à être absorbé par son corps. Le liquide rouge des hommes de main vaincus se déverse sur le protagoniste pour le guérir. À cet instant, son cœur de résurrection brille intensément et palpite d'une énergie incroyable. Un des hommes de main, remarquant la situation, crie désespérément au chef, l'avertissant du danger. L'homme hurle que la cible revient à la vie, et le corps du jeune homme commence à se relever de lui-même. Le chef du groupe, terrifié,
dit qu'il se relève comme un zombie. Le liquide rouge se répand sur son corps et commence à cicatriser toutes ses blessures par balles. Désespéré, le criminel ordonne à ses hommes de tirer à nouveau et leur demande s'ils vont rester là à regarder. Il sent chaque projectile pénétrer son corps, mais cette fois, son expression est tout autre. Même lorsqu'il reçoit des balles dans la tête, il a l'impression qu'elles le déchirent en morceaux. Pourtant, malgré toutes ses blessures, son corps continue de se régénérer d'une manière étrange. Mais le jeune homme réalise que la douleur n'est pas aussi intense qu'il l'avait imaginé. Il a en effet vécu des choses bien pires dans son passé douloureux. Il se souvient alors de son enfance, des tortures qu'il a endurées dans le laboratoire. Le garçon était broyé par d'énormes presses et soumis à des expériences cruelles et inhumaines. C'est pourquoi, selon lui, les expériences menées dans ce lieu étaient bien plus pénibles. De retour au présent, il assène un coup de poing puissant au visage d'un des délinquants alentour. Le coup est si violent que l'homme est projeté au loin avec une force incroyable. Le regard haineux, le héros déclare que les armes à feu ne lui font plus peur. Il affirme pouvoir encaisser ça toute la journée, et l'agresseur se retrouve avec le visage tuméfié. Les autres hommes de main sont terrifiés en voyant le jeune homme se déplacer avec une agilité surhumaine. Soudain, le protagoniste frappe un autre homme de main d'un coup dévastateur, rapide et précis. L'homme tente de se défendre, mais la violence du coup est telle qu'il en ressent l'impact. Le délinquant est projeté en arrière et s'écrase contre un char d'assaut. Le héros se demande alors ce qui le rend fou. Ce qui le révolte le plus, c'est le souvenir des petits chiens qui se sont sacrifiés pour le protéger. Alors, il déchaîne sa fureur et se met à attaquer tous ses ennemis avec une rapidité absurde et mortelle. Le souvenir du sourire de la petite patate lui revient en mémoire, attisant encore davantage sa colère. Il continue de se battre, rongé par le remords de n'avoir pu protéger ses seuls véritables amis. Voyant le chaos, le chef s'empare de l'étudiant et s'enfuit en criant au jeune homme de ne pas s'approcher. Il menace alors de tirer sur l'étudiant s'il s'approche davantage, mais le héros ignore le chantage et assène un coup de poing dévastateur en plein visage du ravisseur. Le coup porte juste, et le malfaiteur ressent toute la force de cette attaque inattendue et brutale. Le regard empli de haine, le jeune homme montre qu'il n'aura aucune pitié pour cet homme. Il hurle qu'il ne reverra jamais ses amis et projette le malfaiteur au sol d'un coup final. Le corps de l'homme vole et s'écrase contre un char d'assaut qui se déforme sous le choc. Le chef du groupe gila, le visage tuméfié après le passage à tabac. Il regarde le protagoniste avec une peur intense et comprend qu'il est désormais en grand danger. Terrifié, l'agresseur implore sa grâce et promet d'obéir à tous ses ordres. Mais le jeune homme le fixe d'un regard glacial et lui déclare qu'il est bien trop tard pour le moindre pardon. Il lui assène alors un puissant coup de pied en pleine tête, le malfaiteur hurlant de douleur. L'impact est si violent que le sol se fissure et l'homme sent un goût rouge dans sa bouche. Le héros poursuit son attaque, frappant de toutes ses forces le visage de son adversaire. Sans s'arrêter, il assène une série de coups rapides et brutaux au ravisseur. La vitesse des coups est telle que l'homme n'a même pas le temps de réagir pour se défendre. Après le passage à tabac, le visage du criminel est défiguré, et le jeune homme observe la scène froidement. Un liquide rouge coule de la main du protagoniste, blessé par les nombreux coups. Il se tient au-dessus du corps inerte du chef, étendu sur le sol crasseux. La caméra recule, et l'on voit tous les hommes de main à terre et l'entrepôt plongé dans un chaos total. Le jeune homme inspire profondément et de la vapeur s'échappe de sa bouche, signe que le combat est enfin terminé. Soulagé, l'étudiante appelle son amie d'une voix tremblante. Le jeune homme se dirige alors vers elle, pieds nus sur le sol sale de l'entrepôt. Il avance, et la jeune fille le regarde avec inquiétude. Le jeune homme s'arrête devant son ami, toujours assis par terre, et le fixe, sans savoir quoi dire. La jeune femme lui demande s'il va bien, car elle se souvient qu'il a reçu plusieurs coups de feu avant de s'effondrer. Soudain, le héros se met à genoux et serre l'étudiante fort dans ses bras, la surprenant par son geste. Les larmes aux yeux, le jeune homme est soulagé de voir son amie saine et sauve. Elle lui dit qu'elle est si heureuse qu'il soit en vie et le serre tendrement dans ses bras. À ce moment-là, il confie d'une voix triste que les chiens sont morts en le protégeant de cette lâche attaque. Le jeune homme explique qu'il a eu si peur qu'elle ne soit blessée dans la confusion. C'est pourquoi il répète combien il est heureux qu'elle soit en vie, et l'étreinte se resserre. Perplexe, la jeune fille se demande pourquoi il la remercie dans un moment aussi difficile et étrange. La main sur sa poitrine, elle sent à quel point son ami est bouleversé par la situation. L'étudiante rétorque que c'est elle qui devrait le remercier de lui avoir sauvé la vie. Sur les lieux,
La police arrive et le détective ordonne aux agents d'emmener immédiatement les suspects au poste. À cet instant, l'un des hommes de main qui a survécu à la bagarre est menotté par un agent, la tête baissée, vaincu. L'entrepôt regorge de criminels, et les enquêteurs se demandent comment un simple conflit interne a pu causer autant de dégâts. De loin, le couple observe les voitures de police s'éloigner, et la jeune fille se demande si elles ne devraient pas, elles aussi, faire l'objet d'une enquête. Mais la jeune femme explique que sa sœur leur a conseillé de rester à l'écart, car les choses se compliquent avec les mutants. Ils décident donc de partir et de laisser la femme plus âgée gérer la situation sous la pleine lune. Soudain, l'étudiante éclate en sanglots, bouleversée par la tragédie dont elle vient d'être témoin. Le jeune homme, lui aussi, ne peut se retenir et se met à sangloter en cachant son visage dans ses mains. Accablé par une profonde tristesse, il regarde les petits chiens gisant au sol et s'excuse de n'avoir pas pu protéger ses petits compagnons. Le héros se souvient du nom de chacun des animaux qui ont donné leur vie pour lui et ressent un immense vide dans son cœur. La jeune femme serre alors l'un des animaux dans ses bras et se sent coupable, car les petits voulaient simplement la sauver des méchants. Elle regrette de ne pas s'en être mieux occupée et pleure, pensant que ces brefs instants d'affection ont été tout pour les chiens. À ces mots, le protagoniste se mord le doigt et déclare que ce n'est pas sa faute, car les animaux sont morts pour lui. Musique. L'étudiante, sous le choc, demande à son ami ce qu'il fait lorsqu'elle voit la blessure qu'il s'est infligée. Le jeune homme explique alors qu'il peut guérir grâce au sang et se demande si son fluide spécial pourrait ressusciter son ami. Le regard déterminé, il laisse le liquide rouge couler sur le corps de l'animal, espérant un miracle. Le jeune homme concentre toute sa volonté sur ce plan insolite, espérant que sa nature mutante puisse accomplir l'impossible. Malgré la douleur, il continue de se blesser la main et se demande pourquoi la régénération est si rapide. Il mord encore plus fort tandis que le liquide rouge coule, et le héros semble complètement ignorer la douleur physique qu'il ressent. Voyant son sacrifice, son ami lui prend le bras et lui demande d'arrêter, car les petits chiens seraient encore plus tristes de voir cela. Le visage triste, il se demande si les chiens ne le haïssent pas d'être morts à cause de lui. Mais son ami lui prend la main et lui explique combien les petits animaux l'aimaient vraiment. Elle lui dit qu'au début, ils étaient très craintifs et n'aimaient pas les gens, mais qu'avec lui, c'était différent. Le jeune homme est surpris et se demande s'il se méfiait vraiment de tous les humains. La jeune femme le confirme, disant qu'il portait de nombreuses cicatrices dues à des mauvais traitements et à de mauvais souvenirs. Tout en caressant l'un des animaux, il avoue qu'il n'en avait aucune idée, les croyant simplement doux. La jeune fille lui demande alors de ne pas s'en vouloir, car cela leur briserait le cœur à tous les deux. Le protagoniste, assis avec un des animaux sur les genoux, repense à tout ce qu'il a entendu. La jeune femme, souriante, lui dit que le fait qu'il se soit approché de lui sans hésiter signifie probablement qu'il pressentait que leur ami se trouvait dans une situation similaire à la leur. Le jeune homme la remercie alors pour ses paroles réconfortantes, et un silence s'installe entre eux. Soudain, un léger gémissement attire leur attention, et ils se tournent vers la source du son. À cet instant, le chiot de Potato apparaît, et l'étudiant est soulagé de le voir en vie. Sans comprendre, ils observent le petit chien s'avancer lentement vers eux dans la clairière. Le chiot s'arrête juste devant le jeune homme et remue la queue en le fixant intensément. Le héros lui demande alors s'il ne le déteste pas, puisque sa famille a été perdue à cause de lui. Mais en guise de réponse, le petit animal lèche la main du jeune homme, comme pour lui dire que tout va bien. Ému par la scène, le jeune homme entend son ami remarquer que le chiot semble vraiment l'apprécier, lui aussi. Soudain, le petit chien s'endort dans les bras de l'héroïne, qui dit qu'il doit être très fatigué. L'étudiante réfléchit alors à ce qu'elle va faire et envisage de ramener le nouveau-né chez elle. La jeune femme se demande quoi faire de son ami et du chiot, car les gars du labo ne sont pas normaux. Sur ce, elle lui demande d'attendre un peu et court appeler sa sœur à l'aide. Au téléphone, la jeune femme explique la situation et demande où ils devraient aller maintenant que tout est fini. Après l'appel, les deux hommes traversent la ville à pied, le jeune homme tenant délicatement le petit chiot. Ils arrivent ensuite devant un grand immeuble qui semble être celui de l'étudiante et de sa famille. En entrant, le jeune homme observe l'appartement et son ami l'invite à entrer et à se sentir comme chez lui. Mais il hésite sur le seuil, se demandant s'il est convenable pour quelqu'un d'aussi dangereux que lui d'entrer chez elle. L'étudiante sourit et lui dit qu'il a risqué sa vie pour la protéger, qu'il n'y a donc aucune raison d'avoir peur. De plus, elle révèle que sa sœur souhaite le rencontrer car il pourrait être utile pour une affaire concernant le laboratoire. La jeune femme parvient donc à le convaincre d'entrer, et le protagoniste accepte finalement l'invitation de son ami. À cet instant, il aperçoit son reflet dans une vitre et est troublé par l'image qu'il voit.
Soudain, il est pris de panique et effrayé par ce qu'il voit, surprenant la jeune fille par sa réaction. Il agrippe alors les épaules de son ami et crie que son visage est redevenu normal, avec des joues, un nez et même des lèvres. Le jeune homme explique qu'il l'ignorait car son visage ne s'était pas régénéré depuis son enfance au laboratoire. Les mains posées sur la vitre, il se contemple et réalise qu'il voit enfin son vrai visage. Bouleversée par ce récit, la jeune femme boit de l'eau et confie qu'un souci la taraude depuis quelque temps. Elle lui demande alors son âge, car maintenant qu'il a régénéré, il ne fait pas du tout son âge. Le jeune homme, pensif, répond que cela fait si longtemps qu'il ne se souvient même plus d'y avoir pensé. Il se rappelle être entré dans le laboratoire à 7 ans et s'en être échappé 3 ans plus tard, après 7 tests annuels. Après avoir fait le calcul, il annonce avoir 17 ans, et son ami recrache son eau, surprise par cette révélation. La jeune fille, choquée, lui demande pourquoi il l'a laissé l'appeler « monsieur » s'ils ont le même âge. Rouge de confusion, le jeune homme explique qu'il était simplement heureux qu'elle le traite comme un être humain. L'étudiante reste sans voix face à la réponse sincère et triste de son ami. Elle trouve la situation un peu pitoyable, mais en même temps, elle trouve son attitude très mignonne. Elle lui propose alors de s'appeler par leur prénom et l'invite à manger après sa douche. Pendant ce temps, le petit chiot en profite pour dévorer sa gamelle avec un enthousiasme débordant. À table, le protagoniste, désormais vêtu de vêtements propres, s'apprête à savourer son premier vrai repas. Les yeux écarquillés, il goûte et s'exclame que tout est chaud et délicieux. Son ami, gêné, lui dit que ce n'est qu'un plat simple et s'excuse de ne pas être un grand cuisinier, mais le jeune homme insiste, affirmant que c'est le meilleur repas qu'il ait jamais mangé. La jeune femme explique alors que sa sœur a un imprévu et ne pourra pas les rejoindre aujourd'hui comme prévu. Les assiettes vides, il est clair que le jeune homme avait faim et qu'il avait beaucoup apprécié le dîner. Aussi, elle lui désigne le canapé et lui propose d'y dormir pour se reposer. Elle tend une couverture à son ami, qui se sent un peu gêné, mais la remercie de son hospitalité. Avec un sourire, l'étudiante prend congé et annonce qu'elle va dans sa chambre faire ses devoirs. La porte de la chambre se referme et le jeune homme se retrouve seul dans le salon pour la première fois. Serré dans sa couverture, il observe les lieux, encore sous le choc de sa nouvelle réalité. Son regard analyse chaque détail de la maison et il est stupéfait par la normalité de l'ensemble. Il est surpris de voir la télévision et se demande comment elle peut être si grande et si fine. En apercevant les fleurs dans le vase, il pense à quel point cet endroit est différent du laboratoire froid et impersonnel. Il s'allonge sur le canapé et est surpris par son confort, bien plus moelleux que son lit au laboratoire. Pendant ce temps, le petit chien boit un peu d'eau, mais finit par vomir une partie de sa nourriture. Le chiot semble très malade, et le protagoniste se retourne, surpris par la scène. C'est alors qu'il comprend ce qui s'est passé et regarde son petit ami, l'air choqué. Le petit animal continue de régurgiter sa nourriture et semble très faible et fragile. Désespéré, le jeune homme appelle le chiot par son nom, le visage empreint d'une profonde inquiétude. Aussitôt, il court vers lui pour tenter de l'aider. Dans ce moment de tension, il s'arrête net devant le petit, qui le fixe d'un air perplexe, sans comprendre. Mais soudain, le chiot semble aller parfaitement bien et penche simplement la tête sur le côté. Le jeune homme comprend alors que ce n'était rien de grave et se sent soulagé, pensant qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Plus tard, ils s'allongent tous deux sur le canapé et le chiot se blottit contre lui d'une manière adorable. Avec le chiot sur son épaule, il savoure la chaleur et le confort de cet endroit propice à une sieste paisible. Souriant, il demande à son nouveau compagnon s'il apprécie lui aussi leur nouvelle maison. Puis, il se met à réfléchir à un nom et, puisque le père s'appelait Pomme de terre, il propose Frites. Le héros décide de l'appeler Free, et le petit garçon semble beaucoup apprécier ce nom plus qu'il reçoit une caresse. Dès lors, il comprend enfin ce qu'est le bonheur et s'endort, le cœur empli de douceur. Les souvenirs de cette journée lui reviennent en mémoire, et il se souvient du repas qu'il a pris plus tôt. Il se souvient aussi de la douche chaude qu'il a pu prendre pour la première fois depuis longtemps. Le souvenir de se laver à l'eau chaude le remplit de joie et de gratitude pour ce moment de paix. Enfin, il se rappelle qu'il peut désormais dormir paisiblement dans un endroit aussi confortable. Son sommeil est soudain troublé par un cauchemar, et il songe à la fragilité du bonheur. Un sourire triste aux lèvres, il se dit que tout cela peut basculer en un instant. Il se souvient alors de sa fuite du laboratoire avec d'autres mutants pris de panique. À l'époque, lui et ses compagnons avaient couru vers la sortie, espérant enfin être libres. Mais les gardes du complexe sont apparus, déclarant qu'ils ne pouvaient pas laisser filer ces précieux mutants. Soudain,
une explosion a retenti, projetant violemment 2 des fugitifs. Le sol du couloir s'est effondré et les jeunes gens ont chuté sous les décombres, sans espoir de s'en sortir. Un des soldats s'est armé et a pointé une arme à énergie en direction des mutants au sol. L'extrémité de l'arme s'illumine d'une lumière intense, prête à lancer une attaque dévastatrice, mais le tir est dévié et atteint les gardes eux-mêmes, pris par surprise. Les autres soldats sont complètement abasourdis par ce qui vient de se produire sous leurs yeux. À cet instant, une jeune fille aux cheveux noirs utilise ses pouvoirs de glace pour attaquer les ennemis. Au sol, le protagoniste semble en état de choc, et la jeune femme l'appelle pour le sortir de sa torpeur. Pendant ce temps, l'un des garçons utilise ses pouvoirs pour maintenir le sol en place, empêchant tout le monde de tomber. Le regard déterminé, il fait de son mieux pour protéger ses amis de ce piège mortel. Le squelette regarde alors droit devant lui avec une détermination nouvelle et se prépare enfin à agir. La fille lui tend la main et leur crie de se dépêcher, car la sortie est toute proche. Le jeune homme prend alors la main de son ami et tous deux se préparent à poursuivre leur fuite désespérée. Il se souvient de leurs efforts pour courir, mais ils ont fini par être séparés. De retour au présent, le jeune homme ouvre les yeux et le cauchemar prend enfin fin. Allongé dans son lit, il pense à ses amis du laboratoire et se demande s'il souffre quelque part. C'est pourquoi il jure de ne laisser personne lui prendre le petit morceau de bonheur qu'il a trouvé. Ses cicatrices brillent faiblement et il réaffirme sa promesse de protéger son nouvel ami à tout prix. Son cœur de mutant bat alors la chamade et il décide de se battre pour ce bonheur retrouvé. D'un air grave, le jeune homme avertit que quiconque osera troubler sa tranquillité ne restera pas impuni et se vengera coûte que coûte. Le lendemain, un cri désespéré retentit dans la ville, attirant l'attention de tous. Quelqu'un court à toute vitesse dans la rue, et ses pas rapides indiquent qu'il s'est passé quelque chose de grave. À ce moment, on voit le protagoniste courir en appelant son petit chiot, Free. Les larmes aux yeux, le jeune homme crie désespérément et demande où est passé son seul ami. L'étudiante annonce qu'elle part pour l'école, et le jeune homme, intrigué par ce terme inhabituel, se met en question. Elle explique alors que sa sœur ne rentre que le soir et lui demande de bien s'occuper de la maison pendant la journée. Puis elle prend congé, et le héros se dit que l'école doit être une sacrée aventure. Soudain, il remarque que le petit Free gémit et gratte le mur avec enthousiasme. Ils observent alors le comportement étrange du petit animal qui s'agite dans un coin. Intrigué, l'étudiante demande à Free s'il veut sortir, et le jeune homme constate que l'animal n'a pas l'air malade, juste ennuyé. Le protagoniste décide donc d'emmener son petit compagnon faire un tour dans la rue. Malgré cela, son ami s'inquiète et lui demande si les hommes dangereux ne le traquent pas encore. Avec un sourire, le jeune homme affirme que tout va bien, car personne ne reconnaîtra son nouveau visage humain. Soulagée, la jeune femme approuve son raisonnement et se sent plus à l'aise, sachant que le héros est désormais en sécurité. Sur ce, la jeune fille désigne le tiroir où se trouve la laisse et lui donne le code de la porte pour qu'il puisse sortir. Une fois dehors, le jeune homme tente de maîtriser le petit animal qui se met à sauter et à aboyer sans cesse dans la rue. Une musique va avec beaucoup de difficultés, il essaie de retenir l'animal et réalise que promener un chien est assez compliqué. Voyant le petit Free se débattre, il se demande si l'accessoire autour de son cou ne le gêne pas. Le héros s'inquiète en entendant l'animal gémir et craint d'avoir trop serré la laisse. À ce moment, le jeune homme se couvre le visage et se souvient de l'époque où il était lui-même enchaîné. Dans un flashback, le garçon se remémore les tortures subies au laboratoire, où il recevait de terribles décharges électriques alors qu'il était attaché. Traumatisé, il pense que les autres pourraient ne pas apprécier l'animal et se perd dans ses pensées. Puis, le protagoniste lâche la laisse et s'excuse auprès du petit animal qui disparaît aussitôt. Soudain, le jeune homme est pris de panique et réalise avec angoisse que son petit compagnon s'est enfui dans la rue. Il hurle de toutes ses forces en courant à travers les rues, espérant le retrouver au plus vite. Les larmes coulent sur ses joues et il se demande où est passé son unique ami dans un moment aussi angoissant. Le voyage du garçon ressuscité se poursuit avec la disparition de l'animal de compagnie qui a bouleversé son monde. Il court alors devant plusieurs personnes sur le trottoir et supplie l'animal de répondre à son appel urgent. Aussitôt, le jeune homme se met à fouiller les poubelles et à scruter chaque recoin sombre, le cœur battant la chamade. Il s'agenouille ensuite pour regarder sous les décombres abandonnés, mais n'y trouve que quelques petites souris apeurées. Désespéré, il regarde derrière un énorme conteneur à ordures et poursuit ses recherches frénétiques dans ce quartier étrange. Soudain, il s'assoit par terre et se met à pleurer, se demandant comment il va retrouver le chiot dans un endroit aussi vaste. Perdu dans ses pensées, le héros imagine le pire et est terrifié à l'idée que l'animal ait été écrasé par un camion.
Mais sa peur grandit encore lorsqu'il pense que des personnes mal intentionnées pourraient capturer et faire du mal à son petit ami. Le jeune homme pleure amèrement et se reproche d'avoir perdu l'animal un jour seulement après avoir promis de toujours le protéger. Soudain, il s'arrête dans une ruelle et aperçoit au loin un bâtiment qui semble être l'école dont son ami lui avait parlé plus tôt. En observant le terrain, il aperçoit des élèves jouant au ballon et finit par repérer le petit chien caché dans les buissons. Petit Fri se lèche tranquillement la patte au milieu du fourré, sans se douter de l'inquiétude qu'il a causée à sa maîtresse. Soudain, le protagoniste court à toute vitesse vers le fourré, se demandant si l'animal a suivi la piste de la fillette. Un passant, intrigué, se tourne vers lui, cherchant à comprendre ce qui se passe. Sur ces mots, le jeune homme dépasse à toute vitesse l'homme qui tente de l'attraper, mais ne parvient même pas à effleurer ses vêtements. L'instructeur, complètement abasourdi, se demande comment on peut être aussi rapide. Tandis qu'il regarde la silhouette filer à toute allure, le héros poursuit sa course effrénée. L'homme lui crie d'attendre, mais son seul objectif est de sauver son animal de compagnie. Pendant ce temps, les élèves continuent leur match de football, ignorant qu'un puissant mutant a envahi l'établissement. On les voit ensuite s'amuser dans la cour, l'atmosphère de l'école semblant à la fois animée et paisible. Une musique dans les gradins, des élèves se reposent et discutent tranquillement des potins de la journée. Caché derrière un arbre, le héros observe les environs avec prudence, veillant à ne pas se faire remarquer. Soudain, son regard se pose sur un groupe en particulier, cherchant à saisir chaque détail de leur conversation qui semble si importante. Très vite, les jeunes commencent à discuter de l'origine des mutants et à se demander si les rumeurs concernant le laboratoire sont fondées. L'un des garçons montre sur son téléphone que la récompense pour la capture d'un mutant s'élève à 1 milliard. En entendant cette somme astronomique, le protagoniste comprend que les gens de l'extérieur considèrent les siens comme une simple marchandise. Le jeune homme décide alors de retrouver le chiot au plus vite et de s'enfuir avant qu'il ne lui arrive malheur. Pendant ce temps, le petit Fri court joyeusement dans la cour, ignorant tout du danger qui le guette. Dans un autre coin de l'école, des filles filment un défi de danse avec enthousiasme, qu'elles vont ensuite publier sur les réseaux sociaux. Une fois l'enregistrement terminé, elles regardent la vidéo et s'extasient mutuellement, tout sourire. La meneuse du groupe regarde son téléphone, très fière du résultat, tandis que ses amis continuent de la couvrir de compliments dithyrambiques. Soudain, le petit animal apparaît et court vers les jeunes filles, surprises par ce visiteur mignon et poilu. Charmées, elles le prennent dans leurs bras et le couvrent d'affection, tant il est petit et adorable. Les élèves décident alors de prendre une photo avec leur nouvel ami pour la partager en story et récolter un maximum de clics cet après-midi-là. Mais lorsqu'ils voient le résultat de la photo, ils aperçoivent une silhouette sombre juste derrière eux et poussent un cri de pure terreur. Terrifiés, les jeunes filles accusent le héros d'être un étrange harceleur qui les prenait en photo en cachette. Gêné, le jeune homme sort de derrière l'arbre et s'excuse, expliquant qu'il cherchait simplement son animal de compagnie. Avec une expression très timide, il déclare qu'il n'a voulu effrayer personne et qu'il souhaite juste récupérer son chiot au plus vite. À ce moment-là, l'attitude des filles change et elles rougissent en remarquant que le maître du chiot est en réalité très beau. Elles remarquent alors ses vêtements et comprennent qu'il doit être un nouvel élève puisqu'elles ne l'ont jamais vu à l'école. Le jeune homme demande ensuite s'il a interrompu leur vidéo, et le chef du groupe lui propose d'apparaître dans la vidéo. Les autres élèves rient et disent qu'il est très mignon, tandis que le héros insiste sur le fait qu'il ne peut pas apparaître dans les vidéos. Mais la fille ignore sa remarque et lui tend son téléphone, lui demandant son identifiant sur les réseaux sociaux pour qu'il puisse se suivre. Avec le chiot dans les bras, elle annonce qu'elle va identifier son profil dans la publication. Ses amis observent la scène attentivement. Les jeunes femmes commentent entre elles que c'est la première fois que leur ami demande les coordonnées de quelqu'un et ajoutent que le garçon est vraiment beau. Soudain, le héros est déconcerté, ne comprenant pas ce qu'est une application photo, et les filles lui expliquent que son compte est très populaire. D'un air malicieux, la jeune femme trouve le nouveau venu plutôt mignon et pense que sa timidité en fait un atout précieux. Mais le protagoniste recule et avoue n'avoir aucun compte sur les réseaux sociaux, laissant les filles perplexes. À cet instant, la chef du groupe reste figée, se demandant si elle a bien entendu. Le jeune homme s'incline et la remercie pour son invitation, mais déclare devoir décliner et s'excuse pour la gêne occasionnée. Ses amis sont sous le choc et s'exclament qu'elles n'en reviennent pas que la fille la plus populaire du lycée se soit fait les conduire ainsi. Furieuse, la jeune femme pense que le héros se fait désirer, car il est impossible que quelqu'un ne veuille pas ses coordonnées. Contre toute attente, le jeune homme reprend le petit Fri et annonce qu'il l'emmène chez lui, sous le regard furieux de l'élève.
Musique, il serre l'animal dans ses bras et s'excuse de s'être perdu, promettant que cela ne se reproduira plus jamais. Au loin, un délinquant roux observe la scène et entre dans une rage folle. Les amis du tyran, eux aussi témoins de la scène, se demandent qui est cet étrange individu qui parle à la petite amie de leur chef. L'un d'eux lui demande alors si ce n'est pas sa copine, et le garçon le confirme d'un regard menaçant. Le héros continue de caresser le petit animal, sans se rendre compte que la bande de voyous l'épie. Le malfrat, fou de rage, grince des dents et croit que le protagoniste drague sa petite amie sous ses yeux. Il réclame alors le ballon à l'un de ses copains, qui ne comprend pas cette demande soudaine. Mais le tyran l'ignore et s'apprête à frapper de toutes ses forces, tandis que son ami hurle de désespoir. Le coup est si violent que le ballon se déforme complètement sous l'impact. Sur ces mots, l'objet fonce vers la cible et l'agresseur déclare se moquer éperdument des conséquences. La balle se dirige alors droit sur le protagoniste qui tient un petit poisson et est surpris par cette attaque inattendue. Mais au lieu de l'esquiver, il bloque l'objet avec son visage et fixe l'ennemi d'un regard froid et menaçant. Son expression grave montre qu'il ne laissera pas passer cette agression lâche et gratuite. Le petit chiot reste ainsi en sécurité dans les bras de son maître, qui l'a courageusement protégé du coup. L'impact est si violent qu'il soulève de la poussière, mais le héros ne bouge pas d'un pouce, et les filles sont stupéfaites. Soudain, une élève s'approche, inquiète, et lui demande s'il va bien après avoir reçu la balle en plein visage. Mais soudain, un liquide rouge se met à couler sur le sol, et la jeune femme hurle de peur en voyant sa blessure. L'agresseur s'approche, feignant la compassion, et explique que c'était un accident, qu'il n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit avec la balle. Avec un sourire forcé, il s'excuse pour son erreur, et sa petite amie lui demande s'il a été gravement blessé. Le tyran lui ordonne alors de faire plus attention la prochaine fois, et le héros le fixe en silence pendant un instant. Le nez en sang, le protagoniste déclare que le chiot a failli être blessé et exige des excuses formelles. Le délinquant éclate de rire et montre du doigt le nez du héros, qui saigne abondamment des deux côtés. Mais il se tait aussitôt en se rappelant que sa petite amie les observe et qu'il doit préserver son image de garçon bien devant elle. Il change alors d'attitude et demande au jeune homme s'il va bien, lui conseillant d'aller à l'infirmerie au plus vite. Mais le jeune homme répète que l'animal est ce qui compte et que l'agresseur devrait faire plus attention la prochaine fois qu'il tirera sur le ballon. Il ajoute que tout va bien car l'autre s'est excusé, et le tyran est complètement déconcerté par cette réaction calme. Le héros s'en va donc, et l'un des brutes commande qu'il a bien pris le coup, mais le chef lui ordonne de se taire. Furieux, le chef ordonne à ses hommes de main de découvrir qui est le nouveau venu, car il nourrit une haine féroce envers ce jeune homme. En marchant dans la rue, le jeune homme repense à la frayeur qu'il a eue, mais est heureux d'avoir retrouvé son chiot. Il sourit aussi car, grâce à l'animal, il a pu voir une école et observer des jeunes de son âge s'amuser. Avec un sourire, le jeune homme se demande s'il se serait fait beaucoup d'amis s'il avait étudié dans un endroit comme celui-ci. Soudain, l'agresseur de tout à l'heure l'appelle « ami », et le héros se retourne, ne comprenant pas ce qui se passe. La brute passe alors un bras autour de lui et s'excuse pour ce qui s'est passé plus tôt sur le terrain avec le ballon. La rousse explique qu'ils sont dans la même classe. Ils sont donc devenus amis, ce qui laisse le protagoniste perplexe. L'agresseur lui propose alors de lui acheter un goûter pour s'excuser, mais le jeune homme ne comprend pas. En entendant le mot « pain », ses yeux s'illuminent, il n'a jamais rien mangé de pareil de sa vie. Il lui demande s'il est sérieux et la brute l'emmène, prétendant connaître un endroit où l'on trouve du bon pain. Le jeune homme demande alors s'il y aura quelque chose à manger pour Free et l'agresseur promet de lui acheter tout ce qu'il désire. La rousse pense que le jeune homme devait avoir faim après avoir essayé de faire le malin devant les filles. Soudain, la brute tend le pied devant le héros, dans l'intention de le faire trébucher. Le jeune homme trébuche et tombe lourdement, tandis que l'agresseur observe la scène avec un regard cruel. Il aperçoit d'autres garçons et comprend qu'il est tombé dans un piège en protégeant le petit animal. Un des acolytes se moque alors de lui pour avoir si facilement cru à l'histoire du goûter gratuit. Les autres brutes se demandent si le nouveau n'est pas un peu naïf d'avoir cru à cette histoire de pain. Le chef dit qu'il va lui donner une bonne leçon, et l'on voit plusieurs autres élèves gisant au sol, roués de coups. Encerclé de toutes parts, le protagoniste fait face à la bande, et le chef l'insultant le traitant de faible et pathétique. Agacé, le chef lui demande pourquoi le nouveau venu cherche les ennuis. Calmement, le jeune homme lui demande ce qu'il veut dire, et l'agresseur hurle qu'il draguait sa petite amie. Sur ces mots, la brute le menace, affirmant qu'un type comme lui pleurerait d'un seul coup de poing. Les autres voyous se moquent du héros, et le chef de la bande l'insulte parce qu'il a amené un chien à l'école.
Le protagoniste se couvre le visage, croyant avoir été invité à être ami avec lui, mais il s'agissait en réalité d'une simple bagarre. Il s'excuse alors pour le trouble fait et tente de partir, mais le rouquin se prépare à l'attaquer par derrière. À ce moment-là, les hommes de main lui barrent le passage et se moquent de sa tentative d'échapper à l'embuscade. D'un air grave, le jeune homme leur ordonne de s'écarter, car ils effraient son petit animal.